Ah, je vous parlais tout à l'heure des aéroplanes des riches qui emportaient la peste sur leurs ailes, en sorte que ces riches mouraient comme les autres hommes. Un seul d'entre eux survécut, à ma connaissance, et c'est lui qui épousa Mary, ma fille bien-aimée. Il vint à la tribu des Santa Rosa, 8 années après le désastre. Il avait alors 19 ans, et il dut en attendre 12 avant de pouvoir se marier. Car il n'y avait aucune femme qui fût libre, et la plupart des jeunes filles, tant soit peu avancées en âge, étaient fiancées déjà. C'est pourquoi il lui a fallu attendre que ma fille Mary eût atteint ses 16 ans. Court toujours, un de ses fils, votre cousin, a été pris l'an dernier par le lion de la montagne. Vous vous souvenez? L'homme en question, qui devint mon gendre, avait 11 ans au moment de la peste. Il se nommait Mangerson. Son père était un des magnats de l'industrie. C'était un homme riche et puissant. Sur son grand avion, le Condor, toute la famille s'était envolée vers les solitudes de la Colombie-Britannique, qui se trouve très loin vers le nord. Une panne survint et l'avion s'abattit sur le mont Shasta. Vous avez entendu parler de cette montagne qui est vers le nord. La peste écarlate s'y déclara dans la famille, et seul survécut ce garçon de 11 ans. 8 ans durant, il vécut seul, errant sur la terre déserte et tentant en vain de rencontrer un être de son espèce. À force de marcher vers le sud, il trouva un jour la tribu des Santa Rosa et se raccrocha à nous. Mais je m'aperçois que je vais trop vite dans mon récit et que j'anticipe sur les événements. Je reviens au moment où débutait cet immense exode des grandes villes et où, isolé chez moi, je communiquais encore par téléphone avec mon frère. Je lui disais qu'il n'y avait en moi aucun symptôme de la peste et que le mieux que nous avions à faire était de nous réunir pour nous isoler dans un local sûr. Nous convînmes finalement de nous retrouver dans le bâtiment de l'université qui était affecté à l'école de chimie. Là, nous emporterions avec nous une réserve de provisions. Puis, nous étant solidement barricadés, nous empêcherions, fût-ce par la force des armes, qui que ce soit de nous imposer sa présence, et nous attendrions les événements. Ce plan arrêté, mon frère me supplia de demeurer encore 24 heures au moins dans ma maison, afin que la certitude que j'étais indemne fût absolue. J'y consentis, et il me promit de venir me chercher le lendemain. Nous étions en train de causer des détails de notre approvisionnement et comment nous organiserions la défense de l'école de chimie, lorsque le téléphone mourut. Il mourut tandis que nous parlions. Le soir, il n'y eut plus de lumière électrique, et je restai seul, dans ma maison, au milieu des ténèbres. Comme l'impression de tout journaux avait cessé, j'ignorais tout ce qui se passait dehors. J'entendais seulement le bruit des émeutes, les détonations des coups de revolver, et j'apercevais dans le ciel la lueur d'un grand incendie dans la direction d'Auckland. Ce fut une nuit d'angoisse, et je ne pus fermer l'œil un instant. Au cours de cette nuit, un individu, j'ignore exactement dans quelles conditions, fut tué sur le trottoir qui faisait face à celui de ma maison. J'entendis soudain les détonations rapides d'un pistolet automatique et, quelques minutes après, le malheureux homme, se traînant blessé jusqu'à ma porte, y sonnait en gémissant et en implorant du secours. M'armant moi-même de 2 pistolets automatiques, je descendis et allai vers lui. Je l'examinai à la lumière d'une allumette, à travers la grille, et je constatai que, tandis qu'il se mourait de ses blessures, il était atteint également de la peste écarlate. Je rentrai rapidement chez moi, et, pendant une demi-heure encore, je l'entendis se plaindre et crier au secours. Le matin venu, je vis mon frère arriver. J'avais placé dans un sac à main tous les menus objets de valeur que je désirais emporter avec moi. Mais, ayant regardé mon frère au visage, je compris qu'il ne me suivrait pas.
Il avait la peste. Il me tendit la main pour y serrer la mienne. Je reculai avec effroi. Je lui commandai « Regarde-toi dans la glace !» Il fit ainsi, et, devant les flammes rouges qui lui incendiaient le visage et qui augmentaient d'intensité à mesure qu'il se regardait, il se laissa tomber sur une chaise dans un spasme nerveux. « Mon Dieu, je suis atteint. Frère, ne m'approche pas. Je suis un homme mort. » Alors, les convulsions le saisirent. Il ne mourut qu'au bout de 2 heures, et, jusqu'au dernier moment, il garda sa pleine connaissance, envahi par la paralysie qui montait lentement jusqu'à son cœur. Quand il fut mort, je pris mon sac à main et je me mis en route vers l'école de chimie. Le spectacle des rues était terrifiant. On y trébuchait partout sur les cadavres. Quelques-unes des victimes de la peste n'étaient point encore mortes. On les voyait agoniser. Les incendies s'étendaient. Ce n'était encore que des feux isolés à Berkeley. Mais la flamme balayait Oakland et San Francisco. La fumée obscurcissait le ciel, et le plein milieu du jour ressemblait à un sombre crépuscule. Parfois, quand le vent sautait et poussait d'un côté ou d'autre ses fumées, le soleil perçait obscurément la brume, et l'on y voyait poindre son globe, qui était d'un rouge terne. Oh, en vérité, mes enfants, c'était tout l'aspect de la fin du monde. Ça et là, de nombreuses automobiles étaient en panne, par suite du manque d'essence dans les garages et des fournitures nécessaires. Je me souviens notamment d'une de ces voitures où un homme et une femme, renversés en arrière sur leur siège, étaient morts. À côté, 2 autres femmes et un enfant étaient descendus sur le trottoir et attendaient, ils ne savaient quoi. Partout s'offraient au regard des spectacles douloureux du même genre. Des hommes se coulaient furtivement le long des maisons, silencieux et pareils à des fantômes. Des femmes, au teint livide, portaient des bébés dans leurs bras. Les pères conduisaient par la main les enfants plus grands qui pouvaient marcher. Seuls, par couple ou en famille, tous les habitants fuyaient la cité de la mort. Les uns s'étaient chargés de provisions, d'autres portaient des couvertures. La plupart ne portaient rien. Je passais devant une épicerie. Une épicerie, c'était, mes enfants, un endroit où l'on vendait coutumièrement de la nourriture. L'homme à qui elle appartenait, et que je connaissais bien, était une tête dure, point méchante, mais obstinée. Il défendait furieusement l'accès de sa boutique. La porte et la devanture avaient été défoncées. Lui, retranché derrière son comptoir, déchargeait ses revolvers sur les pillards qui prétendaient entrer. Plusieurs cadavres étaient déjà couchés sur le parquet. Tandis que j'observais à distance, je vis un des pillards, qui avait été repoussé, briser la devanture d'un magasin voisin où se vendaient des chaussures et, après s'être servi, mettre le feu. Je n'allais au secours ni du marchand de chaussures, ni de l'épicier. Le temps n'était plus où l'on se dévouait pour les autres. Chacun luttait pour soi. Tandis que j'allais rapidement, descendant une rue en pente, j'assistais à une autre tragédie. 2 vagues ouvriers avaient attaqué un homme et une femme bien mis, qui marchaient avec leurs enfants, et qu'ils prétendaient dévaliser. Celui que l'on assaillait ne m'était pas étranger, quoique je ne lui eusse jamais été présenté. C'était un poète connu, dont, depuis longtemps, j'admirais les vers. J'hésitais à lui prêter main forte, lorsqu'un coup de revolver éclata, et je le vis s'effondrer sur le sol. Sa femme poussait des cris affreux. Une des 2 brutes l'assomma d'un coup de poing.
Je lançai des menaces aux bandits. Sur quoi, ils déchargèrent leurs revolvers dans ma direction et je me hâtai de fuir en tournant au premier coin. Mais là, je fus arrêté par l'incendie. À droite et à gauche, les maisons brûlaient et la rue était pleine de flammes et de fumée. Quelque part, dans les rouges ténèbres, on entendait la voix perçante d'une femme qui implorait du secours. Je ne m'inquiétais pas d'elle. Parmi tant de scènes semblables et tant d'appels déchirants, le cœur de l'homme, le meilleur, devenait dur comme la pierre. Revenant sur mes pas, je vis que les 2 ouvriers assassins étaient partis. Le poète et sa femme étaient étendus morts sur le trottoir. C'était un spectacle horrible. Les 2 enfants avaient disparu. Où avaient-ils été ? Je ne saurais le dire. Et je comprenais maintenant pourquoi ceux qui fuyaient se glissaient si furtivement le long des maisons avec leurs pâles figures. En plein cœur de notre civilisation, dans ces bas-fonds et dans ces ghettos du travail, nous avions laissé croître une race de barbares qui maintenant se retournaient contre nous dans nos malheurs, comme des animaux sauvages cherchant à nous dévorer. Ces brutes, d'ailleurs, se détruisaient aussi bien entre elles. Elles se brûlaient le corps avec des boissons fortes et s'adonnaient à 1000 atrocités, se battant et s'entretuant en une immense démence. Je repris mon chemin et rencontrai une autre bande d'ouvriers, d'une meilleure trempe, qui s'étaient groupés, leurs femmes et leurs enfants au milieu d'eux. Les vieux et les malades, portés sur des civières, et qui se frayaient ainsi un chemin hors de la ville, accompagnés d'un camion de provisions, tiré par des chevaux. Je ne pus m'empêcher d'admirer l'ordre de leur marche, quoiqu'ils me tirassent dessus, puisqu'ils passèrent près de moi. Un des leurs cria qu'ils tuaient sur leur chemin tous les détrousseurs et tous les voleurs qu'ils rencontraient, seule façon de se défendre efficacement eux-mêmes. Alors, se passa une scène que je devais voir se renouveler plus d'une fois. Un des hommes du groupe se révéla soudainement marqué d'un signe infaillible de la peste. Tous ceux qui se trouvaient près de lui s'écartèrent aussitôt, et lui, sans s'irriter, sortit du rang et les laissa continuer leur route. Une femme, sa femme très probablement, qui conduisait par la main un petit garçon, prétendit ne point le quitter. Mais l'homme lui commanda de poursuivre, tandis que les autres hommes, se saisissant d'elle, l'empêchaient de s'éloigner et l'entraînaient. J'ai vu cela, et j'ai vu le mari, dont la figure flamboyait d'écarlate, se retirer sous une porte de la rue. Puis j'entendis détonner son revolver, et il tomba mort sur le sol. Après avoir été contraint par l'incendie de rebrousser chemin à 2 reprises, je réussis à gagner l'université. En pénétrant dans la grande cour, je me heurtai à un groupe d'universitaires qui se dirigeaient eux aussi vers l'école de chimie, tous chefs de famille, et qu'accompagnaient leurs proches, y compris les nurses et les domestiques. Le professeur Badminton me salua, et j'eus quelque peine à le reconnaître. Il avait passé à travers les flammes d'un incendie, et sa barbe avait roussi. Il portait autour de la tête un bandage taché de sang, et ses vêtements étaient tout souillés. Il me conta qu'il avait été cruellement malmené par des rôdeurs, et que la nuit précédente, son frère avait été tué, tandis que tous 2 défendaient leurs biens. À mi-route, dans la cour, il désigna soudain de la main le visage de Mistress Swinton. L'infaillible signe de la peste y était marqué. Aussitôt, toutes les femmes présentes se mirent à crier et coururent loin d'elle. Ses 2 enfants, accompagnés chacun par une nurse, se sauvèrent aussi, et les nurses avec eux. Mais son mari, le docteur Swinton, resta avec elle. « Continuez votre chemin, Smith, me dit-il. Prenez soin des enfants. Moi, je demeurerai avec ma femme. Je n'ignore point que c'est déjà comme si elle était morte. Et je ne puis l'abandonner lorsqu'elle aura expiré. Et si je ne suis pas contaminé, j'irai vous retrouver dans l'école de chimie. Surveillez mon arrivée et laissez-moi entrer. » Je le quittai,
penché sur sa femme, adoucissant par sa présence ces derniers moments, et je courus pour rejoindre notre groupe. Nous fûmes les derniers admis dans l'école. Les portes se refermèrent sur nous, et, de nos carabines, nous veillâmes à écarter dès lors quiconque se présenterait. Le docteur Swinton, lui-même, lorsqu'il se présenta, 1 heure après, ne fut point admis. Des places avaient été prévues dans ce refuge pour une 60aine de personnes, mais chacun de ceux qui s'y étaient donné rendez-vous avait amené avec lui ses parents et ses amis et des familles entières, en sorte que nous nous trouvions être plus de 400. Les locaux étaient heureusement fort vastes, et tout ce monde y était à l'aise. En outre, l'école étant complètement isolée, il n'y avait pas à y craindre les incendies qui faisaient rage par toute la ville. Nous avions réuni d'importantes provisions de bouche, qu'un comité fut chargé de répartir quotidiennement entre chaque famille ou chaque groupe qui constituait autant de tables. D'autres comités furent formés pour des objets divers. Je fis partie du comité de défense. Le premier jour, aucun rôdeur ni pilleur n'approcha. Ils étaient nombreux cependant, et nous apercevions, des fenêtres, la fumée de leurs feux de campement qui étaient installés tout autour de l'école. L'ivrognerie régnait parmi ces bandits, et nous les entendions, à tout moment, chanter des obscénités et hurler comme des fous, tandis que le monde s'écroulait autour d'eux, dans l'asphyxie d'une atmosphère saturée de fumée. Ils lâchaient la bride à leur bestialité, s'enivraient et s'entretuaient. Peut-être, au fond, avait-il raison. Il ne faisait rien que de devancer la mort. Le bon et le méchant, le fort et le faible, celui qui aimait la vie et celui qui la maudissait, tous pareillement y passaient. Après 24 heures écoulées, nous constatâmes avec satisfaction qu'aucun symptôme de peste ne s'était manifesté parmi nous, et, pour avoir de l'eau, nous entreprîmes d'aménager un puits. Vous avez tous vu des débris de ces énormes tuyaux de fonte qui, au temps dont je vous parle, portaient l'eau aux habitants de la ville. L'incendie en avait déjà fait éclater la plupart, et les vastes réservoirs qui les alimentaient étaient taris. C'est pourquoi nous défonçâmes le dallage cimenté de la grande cour de l'école et nous creusâmes un puits. Il y avait avec nous beaucoup de jeunes hommes, des étudiants pour la plupart, et nous travaillâmes nuit et jour. Nos craintes étaient justifiées. 3 heures avant que notre puits fût terminé, le peu d'eau qui nous arrivait encore fit défaut. Une seconde période de 24 heures s'écoula, et la peste n'avait toujours pas fait son apparition parmi nous. Nous pensions que nous étions sauvés. Nous ignorions alors le nombre exact de jours de l'incubation du mal. Nous estimions, étant donné la rapidité avec laquelle il tuait, dès qu'il s'était manifesté, que son développement interne était non moins prompt. Aussi, après ces 2 jours, nous pouvions croire, de bonne foi, que la contagion nous avait épargnés. Mais le 3e jour nous apporta une cruelle désillusion. Durant la nuit qui le précéda, et que je n'ai jamais oubliée, j'effectuai ma ronde de garde, de 8 heures du soir à minuit. Des toits de l'école, j'assistais à un spectacle inouï, comme un volcan en activité. San Francisco lançait ses flammes et sa fumée. L'éruption grandissait d'heure en heure, enveloppant le ciel et la terre de sa lueur ardente. Son flamboiement était tel que toute la fumée en était maintenant illuminée et qu'on pouvait lire, à cet embrasement, les plus menus caractères d'imprimerie. Oakland, San Leonardo et Watts réunissaient leurs brasiers et, vers le nord, de nouveaux feux surgissaient jusqu'à la pointe de Richmond. Le monde s'abîmait dans un linceul de flammes. Les grandes poudrières de la pointe Pinole sautèrent en explosions successives et rapides qui furent terribles. Quoique solidement construite, l'école en fut ébranlée de la base au faîte, comme par un tremblement de terre, et toutes ses vitres furent brisées. Je quittai alors les toits et, par les longs corridors, j'allais de chambre en chambre expliquer ce qui s'était passé et rassurer les femmes alarmées. 1 heure après, un grand vacarme s'éleva parmi les campements de pillards. On entendait des cris variés,
cris menaçants et cris de protestation entremêlés de coups de revolver. Nous pensâmes immédiatement, et avec raison, que cette bataille avait eu pour cause la prétention de ces gens, qui étaient sains, de chasser ceux qui étaient atteints par le fléau. Plusieurs de ceux qui avaient été ainsi renvoyés vinrent se présenter aux portes de l'école. Nous leur notifiâmes d'avoir à passer leur chemin. En réponse, ils nous accablèrent d'injures et nous tirèrent dessus. Le professeur Merriweather, qui se trouvait à une des fenêtres du rez-de-chaussée, reçut, juste entre les 2 yeux, une balle de pistolet qui le tua net. Nous ripostâmes par une fusillade et les agresseurs s'enfuirent, sauf 3, dont une femme. La peste les avait marqués déjà pour la mort, en sorte qu'ils ne craignaient point d'exposer leur vie. La face écarlate dans le reflet du rouge du ciel, pareils à des démons impudiques. Ils continuaient à nous injurier et à tirer sur nous. Moi-même, je tuai l'un d'un coup de feu. Après quoi, l'autre homme et la femme s'étendirent sur le trottoir, en dessous de nos fenêtres, et nous dûmes assister à leur agonie. Notre situation devenait fort dangereuse. Par les fenêtres, démunies de vitres par les explosions, les germes de la peste émanés de ces cadavres allaient entrer librement. Le comité sanitaire fut invité à prendre les mesures qui s'imposaient et il répondit noblement à sa tâche. 2 hommes furent désignés pour sortir de l'école et emporter les cadavres. C'était, pour eux, le sacrifice probable de leur vie, car, leur besogne accomplie, ils ne devaient plus réintégrer notre refuge. Un des professeurs, qui était célibataire, et un étudiant, se présentèrent comme volontaires. Ils nous firent leurs adieux et nous quittèrent. Ceux-là aussi furent des héros. Ils donnèrent leur vie pour que 400 autres personnes puissent vivre. Ils sortirent, restèrent un moment debout près des 2 corps, en nous regardant, pensifs. Puis ils agitèrent leurs mains en un dernier adieu et ils partirent lentement vers la ville en flammes, entraînant chacun un des 2 morts. Tant de précautions furent superflues. Le lendemain matin, la peste fit parmi nous sa première victime, une petite nurse attachée à la famille du professeur Stout. L'heure n'était point de faire du sentiment. Espérant qu'elle était la seule atteinte, nous lui intimâmes l'ordre de s'en aller et la poussâmes dehors. Elle obéit et s'éloigna à pas lents en se tordant les mains de désespoir et en sanglotant lamentablement. Nous n'étions pas sans ressentir toute la brutalité de notre acte. Mais qu'y faire ? Pour sauver la masse, il fallait sacrifier l'individu. Nous n'étions pas au bout. Dans un des laboratoires de l'école, 3 familles avaient conjointement élu domicile. Au cours de l'après-midi, nous trouvâmes parmi elles 4 cadavres et, à des degrés divers, 7 cas de peste. De cet instant, l'horreur s'installa dans la maison. Abandonnant les corps là où ils étaient tombés, nous contraignîmes les survivants de ces familles à s'isoler dans une autre pièce. Les 3 familles étaient contaminées et, dès que le symptôme de la peste apparaissait, nous enfermions les victimes dans une chambre d'isolement. Et les gens devaient s'y rendre d'eux-mêmes, sans que nous eussions à les toucher. Cela soulevait le cœur. Mais la peste continuait à gagner. Toutes les chambres isolées s'emplissaient successivement de morts et de mourants. Ceux qui étaient sains encore, abandonnant le premier étage, se retirèrent au second. Puis ils montèrent au 3e. Déjà, cette marée de la mort qui, chambre par chambre, étage par étage, submergeait tout l'édifice. L'école devint bientôt un charnier, et, au cours de la nuit suivante, les survivants l'abandonnèrent, n'emportant rien d'autre avec eux que des armes, des munitions et une lourde provision de conserve. Nous campâmes d'abord dans la grande cour, et, tandis que les uns montaient la garde autour des provisions, les autres partaient en exploration dans la ville, à la recherche de chevaux et de voitures, ou charrettes, d'automobiles, ou de tout autre véhicule qui nous permettrait d'emporter avec nous le plus de vivres possible. Puis, comme nous l'avions vu faire aux bandes d'ouvriers, nous tenterions de nous frayer un chemin vers les campagnes. J'étais un de ceux qui furent envoyés en éclaireur, et le docteur Hoyle,
se souvenant que son automobile personnelle était demeurée dans son garage, me pria d'aller l'acquérir. Nous marchions 2 par 2, et Dombey, un jeune étudiant, m'accompagnait. Il nous fallait parcourir un demi-mille environ à travers la ville, afin d'arriver à l'ancien domicile du Dr. Hoyle. Dans ce quartier, les maisons étaient séparées les unes des autres par des jardins, des arbres et des pelouses, et le feu, comme pour se jouer, avait détruit au hasard. Tantôt, toute une suite de maisons, incendiées par les flamèches qui avaient secoué le vent, avaient brûlé. Plus loin, d'autres maisons étaient demeurées complètement intactes. Là, comme ailleurs, les pillards étaient à l'œuvre. Dombey et moi, nous tenions à la main, bien en vue, nos pistolets automatiques, et nous avions la mine si décidée et si malcommode que pas un de ceux que nous rencontrâmes ne se risqua à nous attaquer. La maison du Dr. Hoyle ne paraissait pas avoir été touchée encore par l'incendie. Mais la fumée s'en échappa au moment juste où nous pénétrions dans le jardin. Le bandit qui avait allumé le feu, après avoir descendu l'escalier en titubant, ivre, et des bouteilles de whisky, dont émergeaient les goulots, emplissant toutes les poches de ses vêtements, sortait du corridor intérieur et apparaissait sur le perron. Mon premier mouvement fut de décharger sur lui mon pistolet. Je ne le fis pas. Et j'ai toujours regretté depuis de m'être abstenu. Flageolant et se parlant à lui-même, les yeux injectés de sang, 2 entailles à vif dans son visage broussailleux et qui provenaient, sans nul doute, de quelque verre brisé sur lequel il avait chu, cet individu était bien le spécimen le plus répugnant de la dégradation humaine. Comme il traversait la pelouse, afin de gagner la rue, il nous croisa et feignit de s'appuyer contre un arbre pour nous laisser passer. Mais, juste au moment où nous nous trouvions en face de lui, il tira soudain son pistolet, visa et tua Dombey d'une balle en pleine tête. C'était un meurtre gratuit, car nous ne le menacions pas, et, l'instant d'après, je l'abattais moi-même. Mais c'était trop tard. Dombey était mort du coup, sans articuler un cri, et je doute qu'il se soit absolument rendu compte de ce qui lui arrivait. Abandonnant les 2 corps, je courus jusqu'à l'arrière-face de la maison en feu, vers le garage où je trouvai effectivement l'automobile du Dr. Hoyle. Le réservoir était plein d'essence, et je n'eus qu'à mettre la voiture en marche. Je revins avec elle, à toute vitesse, à travers la ville en ruine, jusqu'au campement des survivants. Les autres escouades revinrent à leur tour. Elles avaient été moins heureuses que moi. Le professeur Fermide avait seul déniché un poney des Shetland. Et la pauvre bête, attachée dans son écurie et abandonnée depuis plusieurs jours, était si faible, par défaut de nourriture et d'eau, qu'elle était incapable de porter aucun fardeau. Quelques-uns d'entre nous proposèrent de lui rendre la liberté, mais j'insistai pour que nous emmenions l'animal, afin qu'en cas de besoin, il pût nous servir de nourriture. Nous étions 47 quand nous nous mîmes en route. Parmi nous, beaucoup de femmes et d'enfants. Dans l'automobile, prit place tout d'abord le président de la faculté, un vieillard que ces événements terribles avaient complètement brisé. Avec lui montèrent plusieurs jeunes enfants et la mère, très âgée, du professeur Fermide. Wathope, un jeune professeur d'anglais, qui était grièvement blessé à la jambe, prit le volant. Le reste de notre troupe allait à pied, le professeur Fermide tenant le poney par la bride.